Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Cet ouvrage est issu des actes du colloque qui s'est tenu les 23 et 24 mai 2013 à l'Université Montesquieu Bordeaux 4. Ce colloque a été réalisé avec le soutien de nombreux partenaires. Nous leur adressons nos plus vifs remerciements. Introduction générale à la pratique du droit public des jeux d'argent et de hasard, amorce réflexive. Jean-Baptiste Villa. Maître de conférences en droit public, membre du Centre d'études et de recherche sur le droit administratif et la réforme de l'État, CERDARE, Université de Bordeaux. Les 23 et 24 mai 2013 s'est tenu à l'Université Bordeaux 4 Montesquieu un colloque sur les relations qu'entretient l'État, pris au sens de personne publique dans son ensemble, et les jeux d'argent et de hasard. Il portait pour titre « État et jeux d'argent, les jeux sont-ils faits ?» De nombreux partenaires ont accepté de se joindre à cette opération scientifique. Sans eux, elle n'aurait pu voir le jour. Nous profitons de ces quelques lignes pour leur adresser nos plus vifs remerciements tant dans leur qualité de partenaires institutionnels qui nous ont accordé leur haut patronage, ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, autorité de régulation des jeux en ligne, que ceux ayant collaboré par un soutien matériel, Ville de Bordeaux, Région Aquitaine, Barreau de Bordeaux, ou encore en leur qualité de professionnels soit des jeux argent et de hasard, soit du droit public des affaires, cabinet DS Avocats, cabinet Adden Bordeaux, groupe Partouche, la Française des Jeux et du monde de l'édition juridique dont les éditions L'Harmattan. Au-delà de leurs contributions respectives, ce colloque n'aurait pu être organisé sans leur soutien intellectuel à la démarche qui a été inaugurée par le Centre de recherche sur le droit administratif et de la réforme de l'État, CERDARE, de l'Université Bordeaux 4 pour étudier les étrangetés de cette relation publique-privée. Nous leur exprimons donc toute notre gratitude. Les jeux constituent par excellence aujourd'hui, et depuis l'activité empirique de qualification réalisée sous l'égide du juge administratif, une activité d'intérêt général, recevant parfois le qualificatif de service public comme dans le cas des concessions de casinos. Pourtant rien ne laissait présager une telle qualification. Tout du moins si l'on se réfère à ce qu'a pu considérer le doyen Maurice Oriou dans sa célèbre note sous la jurisprudence Astruc de 1916 pour lequel les activités de théâtre ne relèvent pas de l'intérêt général. La comparaison est opportune puisqu'un casino n'est à ce jour un service public que s'il réunit 3 activités dont les salles de spectacle, en sus des jeux et de l'hôtellerie-restauration. Aussi la question peut être posée de savoir comment nous en sommes arrivés à une telle consécration juridique, qui, notons-le, diffère selon le secteur d'activité de jeu. À n'en pas douter, le juge administratif a eu un rôle fondamental dans cette opération. Même s'il a mis un temps certain pour valider le concept juridique de droit public pour les jeux, d'autant plus d'argent et de hasard, ne récusait-il pas le qualificatif de service public au casino dans sa jurisprudence Ville de Saint-Malo en 192i? Il a fini par l'intégrer au sein de la chose publique et de sa sphère d'activité. Mais c'est bien contre toute attente que les jeux d'argent et de hasard ont intégré le champ d'activité de la personne publique, plus précisément de l'État à l'origine, en 1966, jurisprudence Ville de Royani. Le raisonnement qui a conduit à cette consécration, certes discutable à maint égard selon les opinions de chacun, résulte toutefois de l'idée selon laquelle les jeux pouvaient avoir la qualité d'une activité d'intérêt général, sous la responsabilité de la personne publique, disposant pour ce faire de prérogatives de puissance, critère de la jurisprudence de 1960 Narcy pour l'identification des un service public, afin de laisser cette activité aux errances et aux externalités négatives induites par un marché, où seuls les opérateurs privés auraient eu à réguler son fonctionnement. Les jeux d'argent et de hasard sont donc entrés, presque discrètement, et demeurent aujourd'hui sous l'égide de la res publica. La référence à Rome s'impose bien entendu ici. Elle nous permet de comprendre qu'il ne pouvait en être autrement, les jeux dans la sphère publique, car depuis l'origine, depuis la nuit des temps nous serions tentés de dire, l'État et les jeux d'argent et de hasard ont entretenu une relation ambiguë. Nous connaissons tous le principe général d'interdiction de pratiquer de tels jeux en France.
L'ancien code pénal le prévoyait en son article 410 reprenant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, Jo 13 juillet, qui trouvait son origine dans les lois du 21 mai 1836 et du 2 juin 1891, visant à sanctionner les paris sur les courses. Mais l'émergence d'un tel principe relève assurément du symbolique, non pas au sens d'emblème mais plutôt de représentation religieuse. Un interdit moral dont la société, le groupe social tente de s'abjurer. Bertrand Mathieu, dans l'exposé d'une loi de 1924, le constatait d'ailleurs. La loterie est dangereuse comme faisant naître l'espoir d'un gain important qui n'a pas sa source dans le travail. Elle détourne de l'effort et engage à l'inaction. Un simple symbole donc. En effet, l'histoire de la relation entre l'État et les jeux d'argent et de hasard ne se caractérise pas, et ne s'est jamais caractérisée à travers l'histoire par une prestation-interdiction du premier envers les seconds. Au contraire, souvenons-nous du célèbre adage Panem et Circenses, du pain et des jeux. Et oui, la célèbre formule de Jules César prononcée en son temps montre bien que les jeux ont pu avoir à travers l'histoire et ont certainement encore aujourd'hui une utilité publique. Certes, il s'agit d'une utilité publique contestable puisqu'elle se résumait à acheter une paix sociale, voire sociétale. Mais une utilité publique quand même et qui plus est, qui a su perdurer dans le temps sans qu'il soit nécessaire de multiplier les exemples parfois d'actualité. La question essentielle est de se demander s'il aurait pu en être autrement. L'État, et plus largement la personne publique, pouvait-il, devait-il consacrer un principe général d'interdiction des jeux d'argent et de hasard et dans le même temps, de manière paradoxale, instituer sous l'égide de la juridiction administrative, un droit au jeu mais organisé à son seul profit? Car ce monopole dont jouit la personne publique est effectivement avéré dans tous les secteurs de jeux d'argent et de hasard. Les casinos font obligatoirement l'objet, au terme du régime juridique qui leur est applicable, d'une délégation de service public entre un opérateur privé et une collectivité territoriale, contrat nécessitant l'aval du ministère de l'Intérieur, autorisation de jeu après avis de la Commission supérieure des jeux. Les jeux en ligne ont encore récemment connu des précisions, suite à l'ouverture à la concurrence décidée en 2010 par le législateur et sont organisés grâce à une autorité administrative indépendante. Nous le comprenons, les jeux d'argent et de hasard sont, au-delà de l'aspect de police administrative pourtant cher aux étudiants de deuxième année en droit, une activité organisée par la personne publique et dont les prélèvements publics témoignent bien souvent du fait qu'elle est organisée au profit de la personne publique. Comment arriver à une conclusion différente, quand le régime des prélèvements publics sur le produit brut des jeux des casinos augmente corrélativement avec l'importance du chiffre d'affaires pouvant arriver jusqu'au taux de 80% de prélèvement sur ce PBJ. Les exemples pourraient être multipliés, mais ces derniers suffisent à démontrer que les jeux d'argent et de hasard sont parfois organisés par et pour l'État. Ce constat indiscutable est-il au cœur d'une relation État-jeu d'argent qui serait inéluctable? La réponse ne peut être positive tant le raisonnement, s'il est vrai, n'en demeure pas moins réducteur. L'État a pu encadrer, assumer et organiser les jeux d'argent et hasard dans un autre objectif, celui d'éviter que cette activité, aux conséquences délicates sur un plan financier, technique et donc social, ne se situe en dehors de tout cadre, ou tout le moins d'un cadre juridique qui n'aurait pas empêché ce qu'il convient d'appeler les externalités négatives du marché. Dans ce contexte, il nous est donné de comprendre pourquoi les jeux d'argent et de hasard devaient se situer dans le champ de l'action publique et non en dehors. Il apparaît donc, au terme de cette relation qui s'est construite à travers l'histoire, que les jeux d'argent et de hasard constituent ce que Richard A. Musgrave appelait un bien public. Partant, nous pouvons légitimement nous demander si toutes les externalités négatives induites par cette activité ont été ou non anticipées, encadrées et donc prévenues. Sur ce point, de nombreuses interrogations demeurent en suspens. Elles concernent quasiment toutes au premier chef le phénomène de jeu pathologique que Freud avait très bien résumé ainsi. Le contraire du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. En dépit de tout investissement d'affect, le joueur distingue fort bien de la réalité le monde de ses jeux. Il cherche volontiers un point d'appui aux objets et aux situations qu'il imagine dans les choses palpables et visibles du monde réel. Sur cette question, force est de constater que tout n'a pas encore été fait.
Les données disponibles sont encore limitatives, comme le démontre la première étude réalisée sous l'égide de l'INSERM, qui conduirait à considérer que la population française serait la moins addictive dans le monde, à tout le moins dans les pays où les activités de jeux d'argent et de hasard existent. Les impacts sociaux et sociétaux sont encore assurément mal appréciés. Son classement juridique sur le fondement des données médicales internationales est encore erratique. Mais il existe d'autres enjeux dans la relation entre la personne publique et les jeux. Ces dernières années est apparu un besoin, celui de la régulation étatique des jeux d'argent et de hasard. Celle-ci constitue la posture moderne de l'État à l'égard des jeux. Elle est en grande partie due à l'influence, pour ne pas dire plus, de l'Union européenne et de sa Commission. La régulation est-elle conforme à ce qu'attendent les instances européennes, dans la lignée de la jurisprudence classique de la Cour de justice ? La réponse n'est pas évidente. De nombreux aspects tendent à démontrer que des réformes sont à venir en la matière. Au premier chef, la définition qu'il conviendrait de donner en France à la notion de régulation, qui se caractérise aujourd'hui par une absence d'unité évidente en fonction du prisme scientifique qu'il étudie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le principe d'interdiction initiale demeure encore aujourd'hui, sous l'égide des services de police spécialisés dans les jeux et les courses, comme s'il était à lui significatif de l'idée de régulation des jeux d'argent et hasard. Les deux séries de tolérance en attestent. D'abord celle issue du droit civil, autorisant l'organisation de loteries diverses et variées. Ensuite celle, nous serions tentés de dire presque plus importante puisqu'elle est un principe et non pas une exception, consacrée dans le droit public. L'enjeu est donc aujourd'hui pour l'État de définir et d'assurer son rôle postmoderne à l'égard des jeux d'argent et de hasard. Le cas des jeux en ligne est particulièrement manifeste à ce sujet. S'il témoigne d'avancées sur un plan juridique, économique, pénal et finalement social grâce à la réforme introduite par la loi de 2010, il est parfois mis en œuvre de manière erratique. L'absence de mise en œuvre au cours de l'année 2011 de la clause de revoyure prévue dans ce régime juridique le montre. Mais plus largement, le point d'achoppement de la relation entre la personne publique, l'État ou les collectivités territoriales, et les jeux d'argent et de hasard ne seraient-ils pas les difficultés qui résultent de l'adoption et de la mise en œuvre de régimes juridiques adoptés sans peut-être en mesurer les effets au moyen d'analyses prospectives et prévisionnelles ? D'un certain côté il est possible de le penser, et de l'autre difficile de l'affirmer. L'absence de remise en cause de la place du droit administratif semble le confirmer. La relation entre l'acte administratif unilatéral et le contrat en atteste. L'absence de subsidiarité du droit administratif le confirme, alors qu'il est possible de penser le contraire a priori vu la concurrence des autres branches juridiques en la matière, droit constitutionnel, droit civil, droit pénal. Mais des manifestations plus concrètes vont aussi dans ce sens. Il en est par exemple ainsi des prélèvements publics sur les produits des jeux, qui sont réalisés par l'État et les collectivités territoriales. Derrière une complexité particulièrement peu évidente à appréhender pour le néophyte, se dissimulent des opérations financières, des contrôles et un régime de responsabilité très étoffé. Il en est aussi d'un cas plus polémique aujourd'hui au niveau sociétal, le phénomène d'addiction au jeu. La confrontation des analyses relatives à la psychologie sociale et à la prise en compte juridique de cette question montre encore toutes les disparités qui peuvent exister dans les divers champs de recherche sur ce sujet, et sur la véritable place à lui accorder, et ce malgré une analyse comparatiste qui démontre sa prise en compte chez nos voisins européens ou outre-Atlantique grâce à ce qui est appelé des Gambling Act. Il apparaît donc au final que cette relation entre l'État et les jeux d'argent et de hasard est aujourd'hui à la recherche de son modèle puisque ses contours ne sont pas encore tout tracés. Ils sont pourtant indispensables à première vue et à ce jour, pour que les paradoxes qui lui sont immanents au pire s'estompent, au mieux disparaissent. Un autre secteur d'activité des jeux d'argent et de hasard concourt à asseoir cette idée, les paris sportifs en ligne. Les perspectives d'une convention du Conseil de l'Europe sur fond d'éthique dans le sport montrent très bien que les jeux d'argent et de hasard ne sont pas quelque chose de normal, d'anodin. Ils exigent une régulation efficiente afin que la confrontation entre la norme juridique et la norme sociale ne soit précisément plus une confrontation, sinon une ambivalence et un complément. De ce point de vue,
des perspectives d'évolution par la prise en compte de cette activité économique par le droit de l'Union européenne est à craindre, ou à espérer selon les points de vue, si l'État n'opère pas un replacement de son positionnement à l'égard du destin et de ses conséquences. Les enjeux sont posés. Gageons qu'il y soit apporté une solution dans les meilleurs délais. Peut-être et même certainement durant la prochaine décennie. Sait-on jamais, faites vos jeux. Introduction, aux origines de la relation État et jeu, d'argent et de hasard. L'État, le droit et les jeux d'argent et de hasard, aux origines de la relation. Jean-Philippe Dom. Professeur de droit privé, membre du Centre universitaire rouennais d'études juridiques, CUREJ, Université de Rouen. 1. Droit privé, droit public. Dans les rapports qu'entretiennent l'État et les jeux d'argent, comment exprimer un point de vue du droit privé sur un sujet et des thèmes dans le droit public? À voir les principaux points qui vont être abordés pendant ces 2 journées paraissent être amplement saisis. C'est en effet face au hasard que le droit privé a été le plus réservé. Pour la doctrine privatiste, dans la mesure où l'événement fortuit n'est pas lié à une cause, il ne peut être rattaché à un événement antérieur. Le jeu serait-il donc un contrat sans cause? La causa jocandi n'existerait-elle pas? On serait de prime abord tenté de le penser. Le principe concernant l'organisation des jeux d'argent est celui de l'interdiction légale. Mais cette interdiction ne cache-t-elle pas une mainmise de l'État sur un secteur d'activité ludique et lucratif? Dès lors, se demander si la cause des jeux d'argent existe revient à la question de savoir comment l'État définit ses propres rapports avec ces mêmes jeux d'argent. Répondre à cette interrogation sans empiéter sur les thèmes qui seront abordés tout au long de ce colloque suppose que l'on mette en balance les éléments de réponse technique qu'a pu proposer la doctrine au fil des temps, et les éléments de justification que propose l'encadrement légal des jeux. 2. 1. La cause des jeux d'argent, des réponses doctrinales diffuses. 2. L'aléa, fondement objectif du jeu. Le jeu est certes un contrat aléatoire, un contrat qui dépend du hasard. 3. Néanmoins, s'il est présent dans le Code civil, c'est essentiellement pour en délimiter le domaine et anéantir la dette de jeu ou celle résultant du pari, CCIV, art. 1965 et S. Il est vrai que l'idée de laisser le montant d'une dette dépendre du sort peut déjà paraître saugrenue. Pourtant elle s'est répandue de façon surprenante. Accepter des règles du jeu économique et payer ses dettes in fine en fonction d'une valeur définie par l'offre, la demande et le cours de l'argent, n'est-ce pas le principe même du marché? La théorie des jeux, sur laquelle s'appuient la plupart des axiomes de l'économie contemporaine, est d'ailleurs elle-même issue d'un ouvrage d'Émile Borel, publié en 1938, intitulé « Application de la théorie des probabilités aux jeux de hasard ». 4. Avec les jeux d'argent, ce n'est plus seulement le montant dû qui varie en fonction d'un aléa, c'est l'existence même de la dette de jeu ou de son pendant heureux, le gain, qui sont en question. 3. Le plaisir, motivation subjective du joueur. Quelle peut bien être la contrepartie d'un tel aléa qui nie la logique même de l'argent et du crédit, ses conventions sur la monnaie et la valeur du transfert de richesse qu'elle représente? 5. Il faut accepter l'évidence. La cause du jeu existe au-delà de la simple prise en compte de l'aléa. Mais elle est subjective et difficilement avouable. Elle correspond tout simplement au plaisir. Le plaisir de contredire le destin, car le jeu est un antidestin. Sous l'Ancien Régime, la noblesse l'avait fort bien compris lorsqu'elle voyait dans le jeu le moyen de tutoyer le hasard et mettait tout en œuvre pour honorer les dettes qui en résultaient. 6. Or, le plaisir n'est pas connu du droit. 7. S'agissant du jeu d'argent, la raison est d'ordre religieux. 8. Le plaisir obtenu au jeu d'argent et de hasard traduirait la satisfaction de l'esprit de lucre, et induirait l'âme en tentation d'envie et de haine. À l'occasion des débats ayant présidé à l'insertion des articles 1965 et suivants du Code civil, les intervenants à l'Assemblée avaient d'ailleurs traduit le propos religieux en termes laïques. 9. En outre, Portalis l'avait clairement annoncé dans son discours préliminaire, la loi n'écarte de ses effets que les jeux dont le hasard est l'unique élément. 10. 4. La ratio legis de l'article 1965 du Code civil. Au final, ce rejet de toute cause liée à l'événement fortuit explique la lettre de l'article 1965 du Code civil.
la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. Pas de contrepartie, pas de cause, pas d'intérêt à agir. Pour cette raison, en 1804, en matière de jeu, dans le Code civil, on ne consacre plus la nullité des dettes de jeu avec répétition telle qu'elle existait en droit romain 11 ou dans l'ancien droit 12. L'article 1965 du Code civil exclut toute action en justice. Pour expliquer cette solution, le jeu a été considéré par certains comme un acte entaché d'une cause immorale, 13, justifiant l'application du principe suivant lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, 14. Pour d'autres, il aurait fallu voir dans les effets que l'on attache au jeu ceux de l'obligation naturelle, une obligation dont l'irrespect n'est pas sanctionné, 15, mais que l'exécution spontanée rend contraignante. 5. Le péché du jeu ou la faute du joueur. Pour d'autres enfin, aucun acte ne pouvant être constaté, la dette de jeu serait un simple fait juridique, fautif de la part de l'ensemble des joueurs qui y participent, 16. Cette dernière qualification, proposée sous l'angle du délit d'un point de vue civil est soutenue depuis 1810 par un dispositif répressif fameux qui a récemment glissé du droit pénal, CPE accent aigu N, ancien article 410, 475 et 477, dans le champ des dispositions de police administrative, CC Quinter, art. L 324A1. Le rapport qu'entretient notre société avec les jeux d'argent et leur organisation est donc fondé sur la défiance. En atteste encore la loi numéro 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Son article 1er dispose de façon générale avant toute définition que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. Dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. Son article 2 poursuit par la définition suivante. Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. Enfin l'article 3 donne le ressort entre l'avertissement de l'article 1er et la définition donnée par l'article 3. Compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, l'exploitation des jeux d'argent et de hasard est placée sous un régime de droit exclusif délivré par l'État. Voilà qui vient étayer le principe général suivant lequel on ne peut faire de son argent tous les usages que l'on veut car la loi en prohibe certains. 17. Avec les jeux d'argent, l'État s'est ainsi saisi d'un commerce très spécifique. 6. On ne spécule pas sur l'aléa. Au XIXe, sur des bases qui ont peu évolué, le hasard était exclu du commerce juridique. Ce principe était d'application généralisée. Par exemple, à l'époque, l'assurance permettait d'indemniser le danum emergens et non le lucrum cessant. Le XXe siècle mit un terme à ce rejet, car il connut et organisa une poussée des mœurs vers les jeux de hasard et d'argent. 18. L'État en conservant la maîtrise pour protéger les masses laborieuses. De nos jours, la profusion des jeux de hasard est telle en termes de créativité qu'il faut renoncer à en poursuivre une présentation historique. Le jeu s'est dématérialisé et internationalisé. Les jeux et les joueurs se sont multipliés, notamment derrière leur écran d'ordinateur. Pourtant, le principe reste en France celui de la prohibition sauf dérogation. 19. 7. L'ordre public comme support de la politique fiscale. Pour une éminente doctrine, dès les années 1970, un constat s'impose. Le maintien de l'interdiction prolonge l'ancienne réprobation morale et ne sert plus que de motif à l'État pour taxer sévèrement les jeux, à son plus grand profit. Dans son rapport d'information de l'année 2011, le sénateur Trucy ne constate pas autre chose. Selon lui, si en matière de jeu, l'État n'a pas la même posture en fonction des activités, FDJ, casino, PMU, il n'y a que deux constantes communes aux trois régimes. L'État prélève pour lui directement ou indirectement un maximum sur le produit des jeux et il pèse de tout son poids sur les structures, les entreprises et les acteurs. 21. On ne peut se satisfaire d'un tel constat pour comprendre les rapports qu'entretiennent l'État et les jeux. En ce sens, à propos de la police des jeux, le droit de l'Union européenne a d'ailleurs caractérisé l'incohérence des États qui invoquent l'ordre public pour réglementer l'accès à une activité pour des motifs financiers. 22. Les jeux de hasard et d'argent, quels qu'ils soient,
sont le point de rencontre de différentes problématiques juridiques, 23, qui paraissent infléchir des principes du droit français. 8. Les jeux d'argent investis par l'État et le droit public. La première problématique réside dans les curieux rapports qu'entretiennent droit public et droit privé en la matière. Le droit privé a délaissé le jeu d'argent, en rejetant sa pratique vers la prohibition pénale et la répression. Force est de constater qu'en dépit de la persistance de zones de non-droit, l'ordre juridique est comme la nature, il a horreur du vide. Le droit public et l'État se sont saisis des jeux de hasard et d'argent, directement, en reprenant ce même principe de prohibition, et indirectement, en contrôlant les dérogations, en délivrant des droits exclusifs et en appréhendant une grande partie des mises des joueurs pour également participer à l'organisation des jeux d'argent publics avec la loterie nationale devenue aujourd'hui la Française des Jeux, société d'économie mixte. 9. Les jeux d'argent, une activité réglementée. L'activité des jeux d'argent est réglementée au même titre que le sont l'activité bancaire, l'activité assurantielle ou l'entreprise d'investissement. 3 activités pour lesquelles la réglementation nationale est récente, comparée à celle qui existe en matière de jeux. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale et la nécessité de protéger la monnaie française sous l'occupation allemande pour que la réglementation bancaire et le principe du monopole des établissements de crédit soient créés. Quant aux droits des entreprises d'assurance et à celui des entreprises d'investissement, bien que parachevés sous l'impulsion du droit de l'Union européenne, ils sont encore en germe. Comment considérer que le consommateur de produits financiers ou celui de produits d'épargne ou le titulaire de compte bancaire ou encore l'assuré sont moins dignes de protection que le joueur? Contrairement au jeu, l'assurance comme le compte bancaire sont parfois obligatoires. L'assurance vie, jeu de l'ultime, connaît même encore certaines conditions juridiques et fiscales avantageuses. Pourquoi de telles disparités de conception et d'appréhension des activités réglementées? Pour envisager la réponse à cette question, il faut alors projeter non plus des éléments de technique juridique, mais les justifications légales qui en constituent l'environnement immédiat. 2. Les justifications légales confuses. 10. Les jeux d'argent, une activité présumée immorale? La première raison qui permet d'expliciter la différence entre l'activité réglementée des jeux d'argent et les autres activités réglementées tient, à l'évidence, dans une conception moralisatrice du jeu d'argent. L'omniprésence de la morale dans l'acceptation sociale du jeu d'argent est permanente. Elle réalise la troisième problématique venant nourrir les débats. Pour les autres activités réglementées, la banque, l'assurance, l'investissement, il est question de maintenir, de faire fructifier ou de transmettre un patrimoine ou ses éléments au sein de la famille. Avec les jeux d'argent, il n'en est rien. Le joueur confie un patrimoine ou ses éléments au hasard, l'État s'avérant, par les prélèvements réalisés, le grand vainqueur des statistiques. 11. Les jeux d'argent, des risques d'addiction. La morale est également présente en ce que la pratique des jeux peut entraîner des addictions. Les drogues, l'alcool, le tabac, la sexualité et la consommation sont ou peuvent être addictifs. Il est question de santé et de droits privés pour les 4 premières, d'économie pour la dernière. Les dangers sont connus, il n'est pas question de les nier. Pour autant, faut-il systématiquement des mesures de police administrative pour lutter contre toute forme d'addiction? Raisonnons par l'absurde. Que dire des personnes qui dépensent leur fortune en voyageant autour du monde? Elles aiment les voyages, certaines sont en état d'addiction, car préférer sans cesse le voyage à la destination, n'est-ce pas occulter l'inéluctable repos éternel? Le vice possède une vertu, l'oubli. Ces personnes vont parfois consommer leur entier patrimoine, sans s'organiser, sans transmettre, juste pour en profiter, égoïstement. Faut-il pour autant interdire les voyages et les festivités? L'absurde rencontre ses limites mais impose un constat. Le rapport du droit au jeu d'argent baigne dans des présupposés moraux. Comme l'a écrit le doyen Carbonnier, il y a dans ces pseudo-contrats une immoralité de nature, contre laquelle la société a le devoir de s'ériger en justicière. Mais que peut-elle bien reprocher d'immoral à la chance? Poursuit-il, sans doute de faire au travail et à l'épargne une concurrence déloyale. L'accusation est aussi vieille que le jeu de dés. Il est probable toutefois qu'elle a acquis dans les temps modernes une âpreté particulière, avec l'essor de l'industrialisme,
La montée de la bourgeoisie et des vertus bourgeoises, 24. 12. Les jeux d'argent soumis à la théorie des climats. Il y a donc dans les jeux d'argent une cristallisation des valeurs morales et économiques de la société. Or, quatrième problématique propre aux jeux de façon internationale, car la production et la mise à disposition des jeux et la place des joueurs s'internationalisent grâce notamment au réseau numérique, la résolution d'un conflit de loi passe avant tout par celle d'un conflit de valeurs, 25. Et du point de vue des valeurs et donc du droit, certaines législations sont plus favorables que d'autres à l'épanouissement des entreprises de jeux. Par exemple, à Las Vegas, le joueur fume dans les casinos. À Macao, les contrôles d'identité n'existent pas à leur entrée. Il ne faut voir là aucune critique du système français, juste le constat de la persistance de disparités concernant les valeurs sociales. Les joueurs sont une masse volatile. Ils vont là où il fait bon jouer. Quant à la localisation internationale des entreprises organisant des jeux en ligne, le débat est tranché de façon mercantile, en termes de compétitivité économique, juridique et fiscale. 13. L'ambivalence de l'État face aux jeux d'argent. Alors, puisqu'il est question d'évoquer les origines de la relation, comme si ce colloque pouvait marquer un nouveau point de départ, souhaitons qu'il s'agira de celui d'un réalisme pragmatique de la part de l'État. Prolongeons brièvement les racines des origines dans les branchages feuillus du présent en insistant sur 2 points que droit public et droit privé se partagent et qui fédèrent l'ensemble des 4 problématiques précédemment évoquées. L'État et les collectivités publiques peuvent-ils être les principaux gagnants d'une activité commerciale réglementée sans encourir aucune critique sur le terrain du conflit d'intérêts ? Répondre à cette question suppose que l'on envisage la position quelque peu contradictoire de l'État, peu à peu devenue, sur fond d'une législation édictée contre le vice, acteurs, juges et parties. Inévitablement, parce que les opérateurs internationaux en matière de jeu sont d'un poids sans commune mesure par rapport aux opérateurs nationaux, la réponse à cette question devrait emporter une réflexion de fond concernant la ligne qu'il conviendrait de tenir entre la surréglementation, la libéralisation et l'harmonisation de la pratique des jeux d'argent en France et en Europe. 14. Les jeux d'argent, une activité commerciale. L'activité d'organisation de jeux semble, au terme de la loi, être une activité commerciale. Celle-ci n'est pas un commerce ordinaire, L12 mai 2010, art. 1er, mais s'apparente à une entreprise qui, en droit privé, rappelle le contrat de commission CECOM, art. L132-1 et S. L'entreprise de jeu propose ses services en son nom, pour le compte de l'État. Concession, corrigeront les publicistes et non pas commission. Certes, par exemple, pour les casinos, l'article L321A2 du Code de la sécurité intérieure en atteste. Il s'agit, littéralement, d'une concession. 15. Les jeux d'argent, une activité prohibée sauf dérogation, mais pourquoi ? Mais si l'on fait prévaloir l'esprit sur la lettre, CCIV, art. 1156, de cette organisation contractuelle, que voilà une concession particulière. Où réside l'intérêt du public ? Jouer ? Cela n'est pas moral, puisque cela est interdit. Jouer en sécurité pour soi-même et pour les autres ? Cela revient à jouer en limitant l'offre et la consommation des jeux et en respectant les préceptes de l'article 3, I de la loi numéro 2010-476 du 12 mai 2010. Quels sont ces préceptes ? Suivant le 1 degré, il s'agit de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Voilà qui paraît redondant avec les mesures du Code civil protégeant les mineurs et celles relatives à la protection des majeurs en situation de difficulté ou d'incapacité. Fallait-il graver dans le marbre un principe élémentaire de l'éducation ? Les enfants ne jouent pas avec l'argent. L numéro 2010-476 du 12 mai 2010, art. 5. Le mineur ne peut jouer d'argent. Il ne s'agit ni d'un acte de gestion courante ni d'un acte de conservation. D'après le 2 degrés, il serait question d'assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu. Cette fois, n'est-ce pas le droit de la consommation qui paraît sollicité ? Le joueur n'est-il pas un consommateur de services de jeu ? Son droit à l'information peut être renforcé et comme tout commerce, le jeu s'organise de bonne foi. Pour le 3 degrés, l'encadrement légal des jeux d'argent permet de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles,
ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ne faut-il pas se retourner vers le code pénal et le code monétaire et financier pour trouver les dispositions d'application relatives à une pétition de principes déjà connue et à un arsenal de mesures des plus conséquentes? La ratio legis transparaît enfin aux 4 degrés de ce même article. Suivant celui-ci, la politique de l'État tend à veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeux, afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. Dans ce fatras textuel qui tient plus de la justification que du droit, une vérité triviale saute ainsi aux yeux, surtout ne pas tuer la poule aux œufs d'or. À l'État de segmenter et de protéger des secteurs de marché rentables que lui-même occupe, directement, 26 ou indirectement 27. 16. Une politique juridique incohérente. Se présentant comme le preux défenseur de la vertu, l'État ne pourrait-il donc contenir les vices du joueur autrement qu'avec des principes d'interdiction, des dérogations et des effets d'annonce concernant des droits existants, autonomes et déjà applicables à la défense de l'ordre public? Cette interrogation prend tout son sel lorsque l'on constate que, dans le même temps, par un jeu d'habilitation du législateur au gouvernement, 28, et de délégation du gouvernement à la Française des Jeux, 29, cette dernière crée pas loin de 60 nouveaux jeux par an. Cette politique juridique est-elle cohérente? La raison d'être de ces barrières textuelles n'est-elle pas plus prosaïquement d'ordre budgétaire? En effet, vendre le vice avec une dérogation et des concessions a tout de même un prix. L'État et les communes concernées prélèvent une dîme d'un nouveau genre, un prélèvement avant impôt sur une récolte d'argent. Et quand l'État risque de ne plus maîtriser l'origine et partant les produits de cette manne, notamment en raison de la dématérialisation et de l'internationalisation de l'offre de jeux, il institue des mesures coercitives, Sémon, et fin, art. L 563-2. 17. Les opérateurs de jeux, des commissionnaires. Les produits des jeux autorisés par l'État sont donc mis à disposition des opérateurs autorisés et bénéficiaires d'une concession, pour qu'ils les offrent en leur nom aux consommateurs de jeux, réalisent les opérations commerciales à leurs frais et risques, perçoivent les revenus, en remettent l'essentiel à l'État, se paient avec une forme de commission et acquittent des impôts et charges sociales. L'opérateur de jeu agit en son nom et pour le compte de l'État. L'opérateur de jeux d'argent paraît plus être un commissionnaire de droit privé qu'un concessionnaire de droit public. 18. Conclusion. Shakespeare a placé le jeu et le risque au centre du Marchand de Venise. À tous les niveaux de cette pièce, dans les aventures économiques comme dans les aventures amoureuses, dans l'opposition entre Shylock et Antonio comme dans l'histoire des 3 coffres d'or, d'argent et de plomb qui ouvriront à celui qui a su bien choisir le cœur de Portia. Le premier d'or porte cette inscription, « Qui me choisit aura ce que beaucoup désirent ». Le second d'argent dit « Qui me choisit obtiendra selon son mérite ». Et le troisième en plomb annonce « Qui me prend doit donner, hasarder tout son bien », c'est le coffre gagnant 30. Gageons que la boîte couvre ce colloque en s'interrogeant sur les rapports qu'entretiennent les jeux d'argent et l'État, ne sera pas une boîte de Pandore, mais bien le coffre de l'espérance. L'impact socioéconomique des jeux, d'argent et de hasard. Sophie Massin. Docteur en économie, membre du SESSTIM, INSERMIRD, ex-Marseille Université. Les éléments exposés ci-dessous sont issus d'un travail de recherche en cours, financé par l'Observatoire des Jeux, ODJ. Face à la multiplication de l'offre liée en partie à la diversification des supports, numériques notamment, et aux évolutions législatives, ouverture de l'offre des jeux de hasard et d'argent en ligne à la concurrence par la loi du 12 mai 2010, l'évaluation des conséquences économiques et sociales des pratiques ludiques est devenue un enjeu crucial et une attente forte des décideurs en vue d'adapter les politiques publiques dans ce domaine. Pour ces raisons, l'étude de l'impact des jeux de hasard et d'argent sur le bien-être collectif constitue à l'heure actuelle l'une des priorités de l'ODJ, qui a procédé en septembre 2012 à un appel à projet auprès des équipes de recherche en sciences économiques afin de réaliser un état des lieux des éléments d'évaluation disponibles en France. Le préalable au travail de recherche de sources et de traitement de données a été une revue de littérature la plus exhaustive possible concernant le cadre méthodologique à adopter et les études étrangères existantes.
Le colloque État et jeux d'argent, les jeux sont-ils faits a été l'occasion de présenter une synthèse des résultats de ces recherches préliminaires. Pourquoi chercher à mesurer l'impact socio-économique des jeux de hasard et d'argent? Historiquement, l'estimation de l'impact socio-économique des jeux de hasard et d'argent est devenue un enjeu politique et un débat académique important aux États-Unis à partir du début des années 1990, au moment où l'ouverture de casinos a été autorisée en dehors des régions traditionnelles de jeux qu'étaient le Nevada et Atlantic City, notamment comme stratégie de développement économique de certaines régions déshéritées. D'un point de vue méthodologique, ce type d'étude s'inscrit dans la tradition des études dites de coût social appliquées à la consommation de substances, tabac, alcool, drogues illicites. La raison de cette filiation tient au fait que la pratique des jeux de hasard et d'argent, tout comme la consommation de substances, constituent des activités de plaisir avec potentiel d'abus. Le caractère addictif des jeux de hasard et d'argent est aujourd'hui scientifiquement reconnu. Des listes de critères cliniques, SOGS, DSM-5 ou ICJE par exemple, permettant d'identifier des profils de joueurs problématiques, pathologiques ou excessifs. Par conséquent, l'ensemble de ces activités ont en commun de présenter un fort intérêt économique, source importante d'emplois et de revenus fiscaux car beaucoup de consommateurs sont prêts à dépenser beaucoup dans ces activités, et des risques de conséquences sanitaires et sociales néfastes. L'idée est alors de proposer une évaluation chiffrée, généralement monétaire, ce qui permet de disposer d'une unité de mesure commune, de l'ensemble des conséquences liées à l'existence de ces activités afin de se prononcer sur leur désirabilité sociale et d'éclairer la définition et la mise en œuvre de politiques publiques. État des lieux de la recherche. Les premières estimations monétaires du coût imposé à la société par les jeux de hasard et d'argent ont été réalisées aux États-Unis. On peut citer en particulier la publication du livre de Goodman et celle d'un rapport d'information du Congrès fédéral américain, toutes deux en 1994, qui ont souligné et évalué les coûts associés au comportement excessif de jeux dans les casinos, Goodman rapportant ainsi par exemple un coût social d'environ 13 200 $ par joueur pathologique chaque année. À l'heure actuelle, la recherche dans ce domaine reste très majoritairement anglo-saxonne. Un rapport canadien publié en 2011 visant à identifier la littérature concernée de manière exhaustive a recensé 62% d'études réalisées aux États-Unis, 16% au Canada, 8% en Australie, 4% en Nouvelle-Zélande et 10% dans d'autres pays Corée du Sud, Royaume-Uni, Chine, Slovénie, Afrique du Sud, Taïwan, Autriche, Allemagne, Hong Kong, Suisse, Malaisie. Il convient de noter cependant que la recherche bibliographique effectuée pour ce rapport s'est limitée aux publications en langue anglaise, écartant ainsi de fait de potentielles publications rédigées dans d'autres langues. Nos propres recherches ont permis d'élargir l'éventail des langues analysées, français, allemand, espagnol, italien, et ont conduit à l'identification de plusieurs publications complémentaires en langue allemande concernant 3 pays, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Un élément particulièrement frappant de cette littérature réside dans l'étendue des estimations proposées. En 1999, la Productivity Commission notait que les estimations faites pour les États-Unis s'étalaient de 560 à 52 000 $ par joueur problématique et par an. Ces disparités avaient conduit Greenall à proposer une moyenne des estimations disponibles, 10 330 $, pour y voir plus clair. L'étendue des estimations s'explique essentiellement par la diversité des approches utilisées. La validité de ces différentes approches a été largement débattue dans la littérature et dans les conférences académiques. 2 conférences académiques internationales, qui se sont tenues au Canada en 2000 et 2006, ont été spécifiquement consacrées à cette thématique. Malgré l'abondance d'échanges et de travaux, il n'existe cependant à l'heure actuelle toujours pas de consensus sur la méthodologie à adopter. Les éléments faisant débat s'articulent autour de 3 questions fondamentales. La définition du cadre conceptuel, la définition du périmètre d'analyse et enfin la quantification. Nous les détaillons successivement ci-dessous. Même si l'argumentaire lié à certains points semble abstrait, il faut garder à l'esprit que les choix qui en découlent ont des implications très concrètes et peuvent influencer considérablement l'estimation finale,
en intervenant soit sur la liste des coûts inclus dans l'analyse, soit sur la valeur qui leur est attribuée. Éléments méthodologiques. Définition du cadre conceptuel. Le calcul du coût social selon la tradition économique tire son fondement méthodologique de la branche de l'économie du bien-être. Il semble important de retenir 2 points essentiels pour comprendre la philosophie générale de cette approche. En premier lieu, le choix du point de vue, même s'il peut paraître trivial, est primordial. Le coût social s'intéresse à la société prise dans son ensemble. Un certain nombre d'études adoptent d'autres points de vue. Par exemple, certaines effectuent des études d'impact budgétaire pour les pouvoirs publics. D'autres s'intéressent aux liens entre offre de jeux et développement économique, ou encore cherchent à identifier les gagnants et les perdants de l'offre de jeux légale. De manière générale, il est important de distinguer l'impact du jeu sur les finances publiques et l'impact du jeu sur le bien-être social. En second lieu, il faut avoir conscience que tout calcul de coût repose nécessairement, souvent de manière implicite malheureusement, sur la définition d'un scénario contrefactuel ou univers de comparaison, qui constitue la situation de référence à partir de laquelle l'estimation est réalisée. Un grand nombre de scénarios contrefactuels est envisageable, allant de l'absence complète du phénomène, en l'occurrence le jeu, à une simple limitation de son ampleur. Bien que ne faisant pas l'unanimité car purement théorique et reposant sur des hypothèses assez fortes et discutables, le scénario dans lequel l'activité étudiée n'existe pas et n'a jamais existé se révèle très opérationnel et finalement plus réaliste que beaucoup d'autres scénarios plus intuitifs. Collins et Lapsley rappellent que dans une telle situation, l'argent qui est aujourd'hui dépensé dans le secteur du jeu ne serait pas perdu mais épargné ou dépensé dans d'autres secteurs. Hypothèse de parfaite réallocation des facteurs de production. Par ailleurs, conformément aux préceptes de la théorie économique, on suppose que les ressources seraient utilisées de la meilleure manière possible, hypothèse de réallocation vers des activités non dommageables. Au total, on cherche donc à mesurer le coût induit par l'activité jeu par rapport à une situation hypothétique dans laquelle le jeu n'aurait jamais existé et aurait été remplacé par une activité non dommageable, générant les mêmes bénéfices sans les coûts. Si l'on se place dans ce cadre, il faut donc bien interpréter le coût social comme un coût d'opportunité, et non comme un coût évitable, puisque l'univers de comparaison est irréaliste. Périmètre des coûts à inclure dans l'analyse. Sur un plan plus pratique, au moment de l'analyse des conséquences engendrées par la pratique du jeu, une difficulté importante réside dans la distinction entre ce qui constitue des coûts privés et doit être exclu du calcul et ce qui constitue des coûts sociaux et doit être inclus dans le calcul. Marcandia et Peirce rappellent que dans la mesure où les coûts sont supportés de manière consciente et libre par le consommateur ou le producteur, ils constituent des coûts privés, mais lorsque ce n'est pas le cas et qu'ils reposent sur le reste de la société, ils constituent des coûts sociaux. L'origine de cette distinction réside dans les fondements mêmes de la théorie économique selon laquelle les agents, consommateurs et producteurs, agissant librement adoptent des comportements maximisateurs permettant de garantir la plus grande richesse sociale, à condition qu'ils aient conscience et supportent tous les coûts et bénéfices de leurs actions. Dans le cas contraire, si certains coûts ou bénéfices sont supportés par des tiers, ou si les agents n'en ont pas pleinement conscience, le libre comportement individuel des agents conduit à une allocation inefficace des ressources. Il en découle que le coût social d'une action est le montant dont cette action réduit la richesse réelle agrégée de la société. Malgré son apparente simplicité, cette définition n'est cependant pas toujours aisée à mettre en œuvre. 5 difficultés ressortent particulièrement de la littérature. Une première difficulté consiste à ne pas confondre coûts sociaux et transferts, selon la terminologie de Walker, ou encore coûts réels et coûts pécuniaires selon la terminologie de Collins et Lapsley. Ainsi, pour reprendre un exemple fréquemment cité, lorsqu'un vol se produit, la valeur de l'objet volé est transférée d'un individu à un autre. Il s'agit donc d'un coût privé. En revanche, les coûts engendrés par l'existence du vol, coûts de police, de justice, d'emprisonnement, d'assurance, de renforcement de la protection, coûts psychiques, entraînant une diminution réelle de la richesse de la société sont des coûts sociaux. Jean Renaud et al.
reproche ainsi par exemple à l'étude basse d'intégrer les prêts non remboursés à la mesure du coût social du jeu en Suisse, alors que ceux-ci constituent en réalité des transferts. Le deuxième point concerne les coûts que le joueur s'impose à lui-même, tels que les problèmes financiers, médicaux, judiciaires, les difficultés au travail, que l'on appelle parfois coûts internes. Traditionnellement, la théorie microéconomique considère que les agents prennent leurs décisions de consommation en étant parfaitement informés et parfaitement rationnels, au sens où ils tiennent parfaitement compte de l'ensemble des coûts et bénéfices présents et futurs de leur action. Dans ce contexte, les coûts internes constituent clairement des coûts privés. Il existe cependant une importante controverse concernant la rationalité du processus de décision en situation d'addiction, et donc dans les situations de jeu problématiques et pathologiques. En 1988, Baker et Murphy ont construit un modèle dit d'addiction rationnelle, reposant sur l'idée que le phénomène de dépendance n'empêche pas les agents de se comporter rationnellement. Suivant cette logique, les coûts que le joueur s'impose à lui-même devraient donc être considérés comme des coûts privés. Mais de nombreux auteurs estiment au contraire que les agents dépendants ne sont pas parfaitement rationnels. On peut citer par exemple Gruber et Keuchei, qui proposent une analyse des comportements addictifs en introduisant une hypothèse d'incohérence temporelle. Les coûts que le joueur s'impose à lui-même deviennent alors des externalités interpersonnelles qui doivent être traitées comme des coûts sociaux. Le troisième aspect à signaler concerne les coûts que le joueur impose à sa famille. Habituellement, les économistes estiment que la famille est l'unité qui sert de référence aux décisions de consommation, les coûts en question étant alors des coûts privés. Pourtant, comme le soulignent Collins et Lapsley, comment ignorer les coûts infligés par le jeu sur des agents qui ne prennent pas part à la décision de jouer et qui peuvent en souffrir terriblement, séparation, stress, difficultés financières ? Cette question est complexe et peut être abordée suivant deux axes. Le premier rejoint en partie les débats concernant la rationalité du joueur. Il semble peu raisonnable de penser qu'un joueur à rationalité limitée, qui ne tient déjà pas parfaitement compte des coûts qu'il s'impose à lui-même, intègre parfaitement les répercussions familiales de son comportement. Par ailleurs, second axe, indépendamment de la rationalité du joueur, on peut envisager que les points individuels attribués par le joueur chef de famille aux différents membres de la famille au sein de la fonction d'utilité familiale soient différents de ceux préconisés par le planificateur bienveillant. Ainsi, même dans le cas d'un joueur parfaitement conscient des coûts imposés à sa famille, on peut envisager qu'un planificateur bienveillant veuille intervenir à l'intérieur de la famille pour contrevenir à une situation dictatoriale dans laquelle le joueur imposerait un équivalent intrafamilial biaisé en sa faveur. Ce type de considération a été étudié au sein de modèles économiques de la famille. La quatrième difficulté est liée au fait que la configuration institutionnelle du pays étudié peut être à l'origine de certains types de coûts. Les dépenses de lobbying, par exemple, dont le montant dépend en partie du fonctionnement du système politique, ou peut influencer le classement de certaines conséquences en tant que coûts privés ou sociaux. On peut penser aux pertes de productivité ou aux soins médicaux par exemple, dont la catégorisation dépend du fonctionnement du marché du travail et de l'existence ou non des '. Un système de sécurité sociale. Le cadre méthodologique d'estimation du coût social du jeu doit donc être adapté aux spécificités nationales. Enfin, il convient de bien distinguer les coûts dus à l'existence même du jeu de ceux dus à l'intervention de l'État pour encadrer l'activité jeu, par exemple les dépenses de prévention, de collecte de taxes ou de recherche, qui sont qualifiées de coûts discrétionnaires par Collins et Lapsley. Dans ce cas, le problème est de savoir si l'action des pouvoirs publics est efficace. Si elle l'est, cela signifie qu'elle réduit les conséquences négatives du jeu et les dépenses qu'elle engendre doivent compter comme des coûts sociaux, alors que si elle n'est pas efficace, son montant reflète le coût social de l'inefficacité de l'État, mais pas le coût social du jeu. Mesure des coûts. Les méthodes de recueil des données et d'estimation sont nombreuses, et le fait d'en retenir une plutôt qu'une autre n'est pas sans conséquence sur les estimations finales. 3 points non exhaustifs méritent une attention particulière: les sources des données, la causalité et la monétarisation. Premièrement, le choix des sources des données pour chaque type de coût est essentiel. Généralement, les données proviennent soit d'enquêtes, soit des registres de diverses institutions. Dans tous les cas,
Il faut s'assurer que les données sont fiables et représentatives de la population générale. En particulier, il faut éviter de recourir à des enquêtes faites sur des échantillons de joueurs en cours de traitement, comme par exemple la douceur et HAL, car même si elles sont utiles pour identifier et analyser les types de conséquences, elles ne peuvent prétendre estimer le coût social du jeu dans l'ensemble de la population. Deuxièmement, il est important de bien faire la distinction entre corrélation et causalité et d'essayer d'estimer les coûts attribuables au jeu sans se contenter des coûts associés au jeu. La quantification de l'impact du jeu sur une dimension donnée, criminalité, productivité, santé, etc., est souvent très délicate et peut nécessiter des études spécifiques approfondies, voir par exemple Greenall et Mustard sur l'évaluation du lien entre présence de casinos et crimes aux États-Unis. Dans les études de coût social plus généralistes, il n'est habituellement pas possible d'entrer dans un tel niveau de détail. Deux approches principales ont été développées. Dans certaines enquêtes, il a été demandé aux répondants de définir eux-mêmes les conséquences qu'ils estimaient attribuables à leur implication dans le jeu. Cela permet un certain contrôle des estimations, malheureusement assez subjectif et imparfait. Une autre méthode répandue pour estimer les coûts attribuables aux jeux problématiques et pathologiques consiste à effectuer des régressions utilisant successivement comme variable dépendante un ensemble de conséquences envisageables, être au chômage, être déprimé, avoir des problèmes de santé, etc., et des variables indicatrices du jeu problématique et pathologique, ainsi qu'un ensemble de variables de contrôle comme explicatives. Les coefficients estimés pour les indicatrices de jeu problématiques et pathologiques permettent d'évaluer l'excès de difficulté rencontré par les joueurs appartenant à ces catégories tout en contrôlant un nombre relativement important, selon les disponibilités des données, de facteurs confondants. Cette approche ne règle cependant pas le problème de la causalité. Par exemple, si l'on trouve un coefficient significatif de l'indicatrice jeu pathologique, dans les régressions visant à expliquer le fait d'être au chômage, il ne sera pas possible de trancher concernant le sens de la causalité. Est-ce le fait d'être joueur pathologique qui augmente la probabilité d'être au chômage, ou est-ce le fait d'être au chômage qui augmente la probabilité d'être joueur pathologique ? Pour répondre de manière véritablement efficace à ces questions, des études longitudinales de joueurs sur longue période sont nécessaires. Troisièmement, il faut avoir conscience des limites des méthodes de monétarisation. Beaucoup de conséquences négatives associées au jeu n'ont pas de valeur monétaire directement attribuée par le marché et doivent être évaluées par l'économiste. C'est ce que l'on appelle les coûts intangibles. L'étude nationale australienne révèle que ce type de coût constitue l'essentiel des coûts associés au jeu. Il s'agit notamment de la détresse psychologique des joueurs, pouvant les mener à la dépression et au suicide, et de leurs familles proches. Pour certains types de coûts intangibles, il existe des méthodes de monétarisation couramment utilisées. C'est le cas par exemple de l'évaluation du coût des décès prématurés, qui peut se faire selon deux méthodes principales, celle du capital humain, valeur actualisée des revenus perdus du fait du décès prématuré, ou celle de la willingness to pay, somme que les individus sont prêts à payer pour modifier leur espérance de vie. Les résultats obtenus dans les deux cas ne sont pas équivalents, ils sont presque toujours plus faibles avec la première méthode, et il faut donc veiller à bien préciser la méthodologie adoptée. Pour d'autres types de conséquences, notamment tous les coûts psychologiques, il n'existe pas de méthode d'évaluation faisant autorité. Il n'existe alors malheureusement pas de bonne solution. Recourir à des méthodes de monétarisation innovantes rend les comparaisons difficiles et presque toujours discutables. Il est alors prudent de rendre compte de la sensibilité des estimations, à la manière de la Productivity Commission qui présente une version haute et une version basse de ces estimations. L'ensemble de ces éléments implique que les estimations de coût social reposent sur un grand nombre d'hypothèses et de choix relativement arbitraires. Certains auteurs pensent que le fait de résumer ces choix en un chiffre unique risque de donner une fausse impression de précision aux lecteurs non avertis et recommandent de changer légèrement de perspective de recherche. Williams et al. Suggèrent notamment de ne pas se focaliser sur la notion de coût, dont l'interprétation peut reposer sur des éléments d'appréciation subjectifs et de lui préférer la notion d'impact, plus large mais surtout plus neutre.
De ne pas nécessairement chercher à tout monétariser, ce qui peut impliquer de renoncer à fournir une estimation sous forme d'un chiffre synthétique unique. Liste d'impacts à envisager. Afin de donner un contenu plus concret à l'exercice considéré, le tableau numéro 1 liste un ensemble d'impacts qu'il semble intéressant de retenir. Pour dresser cette liste, nous nous sommes inspirés du travail de Williams et al., en écartant les éléments centrés sur l'évaluation des impacts locaux d'une modification de l'offre de jeu, implantation d'un casino dans une région donnée par exemple, et en nous concentrant sur les éléments permettant de dresser un état des lieux d'une situation nationale à un moment donné. Tableau 1. Liste des impacts à envisager. La catégorie jeux problématiques est probablement l'une des plus complexes à traiter. Elle recouvre un ensemble de conséquences de nature variée, pouvant être approchées par différents types d'indicateurs, que nous avons tenté de lister dans le tableau numéro 2. Ces indicateurs constituent les éléments de base de l'estimation du coût social du jeu. Tableau numéro 2. Indicateurs monétaires et non monétaires du jeu problématique. Quelques résultats d'études étrangères. À titre d'illustration, nous reproduisons ci-dessous quelques résultats d'études étrangères en insistant sur les exemples européens les plus récents, l'Allemagne et la Suisse. Estimation du coût social du jeu. Les tableaux numéro 3 et numéro 4 présentent les résultats d'estimation du coût social annuel du jeu pour l'Allemagne et la Suisse. Afin de faciliter les comparaisons entre pays, il est utile de convertir les estimations dans la même devise, ce qui a été fait en euros, mais aussi de rapporter l'estimation à un indicateur reflétant la taille du pays considéré, le PIB, le nombre d'habitants, le nombre total de joueurs, le nombre de joueurs problématiques, etc., ce qui est proposé dans le tableau numéro 5. Tableau numéro 3. Estimation du coût social annuel du jeu en Allemagne en millions d'euros. Tableau numéro 4. Estimation du coût social annuel du jeu en Suisse en millions d'euros. Taux de conversion, 1 franc suisse égale 0,65 € en 2007. Tableau numéro 5. Comparaison du coût social par habitant et par joueur pathologique en Allemagne et en Suisse, en euros. Estimation personnelle de l'auteur. Rapporté au nombre d'habitants, le coût social du jeu apparaît comme 10 fois plus élevé en Suisse qu'en Allemagne. Il est cependant vraisemblable que l'essentiel de cet écart vient de différences de méthode, dont on peut avoir un aperçu en comparant le contenu des tableaux numéro 3 et numéro 4. Un point de divergence particulièrement notable tient à l'importance accordée par l'étude suisse à l'estimation des coûts indirects, perte de production et perte de qualité de vie, ces dernières n'étant pas incluses dans l'étude allemande. Ceci renforce l'idée qu'il est indispensable de préciser le cadre méthodologique retenu et la liste des impacts pris en compte lors de la publication de tels résultats. Si certains impacts ont été écartés, il convient de préciser quelles en sont les raisons, indisponibilité de données ou justification méthodologique. Comparaison avec le coût social du tabac, de l'alcool et des drogues illégales. Il peut être intéressant de comparer le coût social du jeu avec celui d'autres types d'activités, notamment d'autres activités de loisirs à potentiel d'abus, comme la consommation de tabac, d'alcool et de drogues illicites, à condition, toujours, que les méthodologies employées soient relativement proches, ce qui a plus de chances d'être le cas pour des études menées au sein d'un même pays, parfois par les mêmes équipes de recherche. Pour l'Allemagne, Baker fournit les estimations reportées dans le tableau numéro 6. Pour la Suisse, Jean Renaud et al. Indiquent que le coût d'un joueur problématique, 10 000 € est du même ordre de grandeur que celui d'une personne qui abuse de l'alcool, 9 000 €, et plus élevé sur celui d'un fumeur, 3 250 €. Le coût social total du tabagisme, 6,4 milliards d'euros, et de l'abus d'alcool, 4 milliards d'euros, est cependant très supérieur à celui du jeu excessif, 0,4 milliards d'euros, car la population concernée est nettement plus nombreuse dans les deux premiers cas. Tableau numéro 6. Comparaison du coût social total du tabac, de l'alcool et du jeu en Allemagne, en milliards d'euros. Ventilation par type de jeu. Enfin,
Il peut être intéressant de ventiler les estimations par type de jeu afin d'identifier les activités les plus dommageables. Les estimations de Baker pour l'Allemagne indiquent que les machines à sous supportent l'essentiel des dommages tant en termes de prévalence de joueurs pathologiques que de montant du coût social associé, tableau numéro 7. Ce type de calcul suppose que l'on dispose de sources de données suffisamment fines, ce qui n'est pas toujours possible. Tableau numéro 7. Ventilation du coût social par type de jeu en Allemagne. Au-delà du coût social, l'analyse coût-bénéfice. Une fois que l'on dispose d'un indicateur des coûts sociaux, il semble assez naturel de vouloir le confronter aux bénéfices générés par l'activité jeu, surplus ou bénéfices des producteurs plus surplus des consommateurs plus revenus des taxes, afin de déterminer la désirabilité sociale de cette activité. Les études étrangères disponibles font apparaître un bénéfice net important, voir par exemple le tableau numéro 8 pour le cas de l'Allemagne. Tableau numéro 8. Estimation des coûts et bénéfices sociaux des jeux de hasard et d'argent, en Allemagne. Il n'est cependant pas certain que ce calcul soit très informatif. Il pourrait en effet tendre à faire penser que les dommages sanitaires et sociaux engendrés par le jeu sont négligeables par rapport aux bénéfices économiques, et qu'il n'y a donc pas à s'en préoccuper. Or, il ne faut pas oublier que si l'on raisonne par rapport à un scénario contrefactuel dans lequel l'activité jeu n'existe pas, les ressources investies dans cette branche ne disparaîtraient pas, mais seraient investies dans d'autres activités. Même si l'hypothèse de parfaite réallocation des facteurs de production vers des activités non dommageables peut sembler un peu excessive étant donné la conjoncture économique actuelle, il est intéressant de la garder en tête comme idéal à atteindre plutôt que de simplement se satisfaire de la situation présente. Dans les estimations, plusieurs scénarios peuvent éventuellement être envisagés, selon l'hypothèse que l'on fait concernant la productivité du secteur dans lequel les ressources des jeux seraient réinvesties. Une alternative au coût social, la part de chiffre d'affaires générée par les joueurs problématiques. Du fait des difficultés soulevées par l'estimation du coût social, certains auteurs recommandent d'utiliser des indicateurs alternatifs, plus simples à calculer et tout de même informatifs pour le décideur public. Il s'agit en particulier du pourcentage de mise effectué par les joueurs problématiques, qui permet de se faire une idée du pourcentage de chiffre d'affaires généré par ces joueurs. Ce calcul suppose de disposer... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.